Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui concerne vraiment beaucoup de monde, surtout après 50 ans. L'hypertrophie bénigne de la prostate. On l'appelle aussi HBP. C'est quelque chose de très courant, mais ça peut vite devenir une source d'inquiétude. On se pose plein de questions. Donc notre objectif, c'est simple. On va démystifier tout ça ensemble, regarder de près les symptômes et surtout faire la lumière sur les solutions modernes qui existent au-delà de la chirurgie classique. Parce que oui, bien souvent, tout part de là, de ces petits tracas qui, mis bout à bout, finissent par vraiment gâcher la vie. Des envies d'uriner qui n'attendent pas, se réveiller plusieurs fois par nuit, avoir l'impression que le jet n'a plus la même puissance qu'avant. Attention, ce n'est pas juste un coup de vieux, non, ce sont souvent les tout premiers signes que la prostate commence à prendre un peu trop de place. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que derrière ce nom un peu compliqué, hypertrophie bénigne de la prostate, il y a une réalité qui peut être très très pénible au quotidien. Ça ne touche pas seulement le confort physique, ça peut aussi jouer sur le moral et sur la qualité de vie en général. Ce témoignage, il est vraiment poignant. Il illustre parfaitement ce sentiment de détresse, d'incompréhension et même de solitude que l'on peut ressentir. On ne parle pas d'une petite gêne, on parle d'une vraie souffrance qui peut isoler et qui devient vraiment difficile à vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps? L'HBP, c'est simple, c'est la prostate qui grossit. C'est naturel, et surtout, ce n'est pas un cancer. Pour bien se représenter la chose, il faut imaginer l'urètre, le canal qui évacue l'urine, comme un tuyau qui passe en plein milieu de la prostate. Quand la prostate grossit, eh bien, elle écrase ce tuyau. C'est cette compression, purement mécanique, qui est à l'origine de tous les problèmes. Mais alors, comment on fait pour mesurer cette gêne de manière objective? Comment on passe d'un simple ressenti à quelque chose de concret que les médecins peuvent utiliser? Eh bien, pour ça, il existe un outil qui est utilisé partout dans le monde. Et voilà l'outil en question. Ça s'appelle le score IPSS, pour Score international des symptômes prostatiques. C'est un questionnaire tout simple, avec 7 questions sur la fréquence des troubles urinaires au cours du dernier mois. C'est vraiment la toute première étape, mais elle est essentielle pour savoir où on en est vraiment. En gros, on additionne les points et on obtient un score entre 0 et 35. Comme on le voit ici, si le score est en dessous de 7, on parle de symptômes légers. Entre 8 et 19, on est dans le modéré et c'est souvent là que la qualité de vie commence à en prendre un coup. Et au-delà de 20, là, les symptômes sont considérés comme sévères, voire très invalidants. Le point crucial à retenir, c'est que la stratégie de traitement va beaucoup dépendre de ce fameux score. Avant d'aller plus loin et de parler des interventions, il y a une première piste que beaucoup de gens explorent, la phytothérapie, donc les plantes. Mais que dit la science, la vraie, sur l'efficacité de ces solutions? Et ce que dit le docteur Walid Mekeddem là-dessus est très clair. Il pose bien le cadre. Oui, les plantes peuvent être une option, mais surtout pour des symptômes légers à modérés, et plutôt au tout début. Ce n'est pas une solution miracle pour les cas plus sérieux. Ce tableau, il met vraiment les points sur les i. D'un côté, on a le prunier d'Afrique et l'ortie qui ont montré une amélioration, modérée certes, mais réelle et mesurable dans plusieurs études. Et de l'autre côté, on a des produits très connus, comme le palmier nain ou l'huile de pépin de courge, qui, dans les études sérieuses, n'ont pas fait mieux qu'un placebo. C'est une différence fondamentale à avoir en tête. Allez, on passe maintenant au plat de résistance, les techniques innovantes qui ont complètement changé la donne ces dernières années. Des alternatives vraiment efficaces à la chirurgie à l'ancienne. La première de ces techniques, c'est l'embolisation. Et là, petit détail super intéressant, ce n'est pas un urologue qui la pratique, mais un radiologue interventionnel. Ça montre déjà qu'on aborde le problème d'une façon complètement différente. Le principe, franchement, il est malin. Plutôt que d'enlever du tissu, on va affamer la prostate. Comment? On injecte des microbilles pour boucher les petites artères qui l'alimentent. Les avantages sont énormes. Pas de cicatrices, pas d'anesthésie générale et un point crucial pour beaucoup de monde, la fonction sexuelle est préservée. Et tout ça se fait en ambulatoire, donc on rentre chez soi le jour même. Et le résultat? Eh bien, il est impressionnant. En 3 à 6 mois, la prostate peut perdre entre 30 et 50% de son volume. C'est énorme et c'est souvent largement suffisant pour libérer le canal urinaire et soulager durablement les symptômes. Autre technique très innovante, la thérapie résume. Ici, on va utiliser l'énergie de la vapeur d'eau. Là, le concept est différent. On va injecter de la vapeur d'eau très chaude, à 103 degrés, directement dans la prostate. La chaleur va détruire les cellules en trop et le corps les éliminera ensuite naturellement. L'intervention est super rapide, à peine 10-15 minutes, et elle peut se faire sous anesthésie locale. Et là aussi, tout est fait pour préserver la fonction sexuelle. Ok, on change complètement de méthode maintenant. Ici, on est sur une solution purement mécanique. Le but n'est plus de faire rétrécir la prostate, mais juste d'écarter les murs pour rouvrir le passage.
Les systèmes comme Urolift ou eTind, il faut les imaginer un peu comme des petits tuteurs ou des agrafes qui viennent tenir l'urètre bien ouvert. Le gros avantage, c'est que l'amélioration est immédiate. Et surtout, on ne coupe rien, on ne brûle rien, on respecte complètement l'anatomie. Et enfin, il y a les techniques au laser. Là, on se reproche un peu plus de l'idée de la chirurgie classique, mais avec toute la précision et la sécurité du laser. On va venir vaporiser ou enlever le tissu en trop en passant par les voies naturelles et avec beaucoup, beaucoup moins de saignement. Bon, ce face-à-face entre deux des options les plus populaires, Rezum et Urolift, il est super utile pour y voir clair. On voit bien qu'il y a des compromis. Avec Urolift, on a des implants qui restent à vie, mais en échange, pas besoin de sonde après l'opération. Avec Rezum, c'est le contraire. Le risque d'éjaculation rétrograde, qui est une grosse préoccupation, est quasi nul avec Urolift et très faible avec Rezum. Par contre, Rezum semble un peu plus durable dans le temps, avec 2 fois moins de réintervention nécessaire après 5 ans. Alors, face à toutes ces solutions, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est Comment on s'y retrouve là-dedans? Embolisation, vapeur d'eau, implant, laser, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres? Eh bien la réponse, et c'est vraiment le truc à retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas une solution magique qui marche pour tout le monde. Le choix idéal est une décision qui doit être personnalisée. Ça dépend de l'anatomie de chacun, du fameux score IPSS, mais aussi et surtout des priorités de chacun. Est-ce que la priorité numéro 1, c'est de préserver l'éjaculation? Est-ce qu'on veut éviter à tout prix d'avoir un corps étranger? Donc la conclusion, elle est simple. La clé, c'est d'avoir une discussion approfondie avec un spécialiste, que ce soit un urologue ou un radiologue. C'est ce bilan complet qui va permettre de peser le pour et le contre de chaque option pour trouver la stratégie qui colle parfaitement à une situation unique. Le plus important, c'est de savoir que des solutions efficaces, sur mesure et bien moins lourdes qu'avant existent aujourd'hui. Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.